On y va, c'est parti. Go, première rubrique, hype ou pas hype. Let's go. On explique pour là où. Hype ou pas hype, c'est une rubrique news. On essaye de scruter un petit peu les news hype de la semaine écoulée en NBA, et puis on en retient 3 et puis on en parle ensemble. On en a une en marge justement des finales NBA. Le commissionneur Adam Silver prend toujours un petit peu la parole. Il fait aussi le point sur les dossiers chauds en cours de la saison. Et est revenu cette semaine la question un petit peu du calendrier en NBA. On sait que les équipes jouent 82 matchs en saison régulière et ensuite si on va loin en play-off, ça peut aller jusqu'à maximum une trentaine de matchs. Jérémy Nzeli était à ta place la semaine dernière, on lui a posé la question de savoir si les joueurs jouaient trop en NBA. Je te propose de l'écouter, ensuite je te poserai la même question. Ok. On ne peut pas omettre le fait qu'ils jouent énormément de matchs. Parce que 82 matchs en l'espace de 6 mois, pour que les gens aient un peu une idée de comparaison, nous, il nous faut 10 mois pour en jouer 34. Donc, quand on voit qu'eux, c'est 82 en à peine 6 mois, et derrière qu'il faut encore jouer tous les playoffs avec tout ce rythme effréné, ça reste un rythme qui est très très dur. Même question, est-ce qu'on joue beaucoup trop en NBA? C'est une très bonne question. Après, moi, je suis plutôt d'accord sur ce qu'il dit, Jérémy Nzeli. Mais je suis d'avis aussi à dire que voilà, la NBA, c'est aussi les 82 matchs. On a toujours connu la NBA avec les 82 matchs. En tout cas, moi, j'ai toujours connu ça. Et voilà, pour moi, jouer moins, ce serait différent. Donc après, je pense que... Ouais, non, franchement, pour moi, la NBA, 82. Historiquement, 82, on ne touche pas. Ouais, franchement, ce serait dommage de réduire. De réduire. Ok. Question aux presque anciens joueurs. Je sais que Mélissa joue encore. J'ai une question par rapport à la faisabilité, moi. Est-ce qu'on sait que les contrats télé sont ficelés en NBA, que ça vaut beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut, comme ça, dire, OK, moi, je passe de 82 à 70 matchs et ne peut-être pas... Voilà, conserver un petit peu l'enveloppe financière que ça amène que de conserver. Moi j'ai un avis là-dessus. Pas comme ça. Pour moi, c'est pas imaginable. Déjà, 82 matchs, comme il dit, c'est historique. Donc après, tout ce qui est stats, etc., c'est vrai que ça biaise un peu le truc. Et puis, je voulais en venir à l'argent. C'est vrai que les joueurs maintenant touchent des 40 millions pour les stars à l'année. Leur demander de jouer moins de matchs, moi je trouve pas ça cohérent. Par contre, ce que je valide, c'est le fait que maintenant, quand ils voyagent, c'est dans des conditions exceptionnelles, jet privé, etc. Donc je suis plus pour ces mesures-là d'accompagnement des joueurs plutôt que de dire ah non, vous jouez moins de matchs. Parce qu'on sait que c'est 6 mois, mais 6 mois, ça veut dire aussi 6 mois de repos entre guillemets derrière. Donc moi je pense que c'est gérable. De nos jours, on voit que les mecs jouent de plus en plus longtemps, donc c'est vraiment un truc qui est réalisable. Et puis ce qui m'embête aussi, c'est de dire qu'on joue moins de matchs. Et au final, malgré ça, les mecs vont être ménagés par leur coach, par leur staff, etc. Et ça, c'est un truc qui m'embête. Alors justement, attends, avant que tu répondes, Mélissa, et je t'en donne la main tout de suite. On a une décla d'un ancien joueur, Richard Jefferson, qui est aujourd'hui consultant, qui trouve justement cette question absurde. Donc c'est absurde, on a déjà éliminé les back-to-back. La pause du All-Star Game est désormais d'une semaine, alors qu'elle était seulement de 3 jours et demi auparavant. Jusqu'où et jusqu'à quand ira-t-on pour dorloter les joueurs? Donc lui, il est clairement contraint. Ouais, clairement. Oui, il faut être contre et comme on disait, il y a un aspect financier qu'il faut prendre en compte. La NBA aujourd'hui, elle vit d'abord par les droits TV qui amènent énormément d'argent. Qui dit moins de matchs, qui dit moins d'argent. Qui dit moins d'argent dit que tous ces clubs, tous ces franchises ont moins d'argent, moins de subventions. Est-ce qu'ils vont accepter? Absolument pas. C'est pas faisable, surtout parce qu'on est dans un système où ça a toujours été pareil. On parle de la cause qui est les blessures, on parle de réduire ces matchs par rapport à la blessure et fatigue des joueurs, chose que, entre guillemets, est-ce que, comme dirait Adam Silver, il aimerait bien avoir qu'on puisse lui prouver que les 82 matchs sont la cause des blessures des joueurs. NBA, Donc moi je reste persuadé que non, il faut garder ces 82 matchs et surtout de ne pas comparer la NBA à la France, on a chacun un système, donc la NBA... les moyens dont ils ont pour le staff qu'ils ont, parce que pareil, qui dit diminuer entre guillemets les matchs, diminuer les revenus, diminuer la NBA, c'est pas que les joueurs, il y a des gens qui travaillent. Il y a une faisabilité qui semble un peu compliquée. En plus, historiquement, effectivement, 90 matchs, c'est inscrit dans l'imaginaire collectif de tout le monde. J'ai vu Melvin faire non de la tête. Je voudrais ta réaction, Melvin, sur la question, et puis ensuite on enchaînera sur notre deuxième news. Ouais, je suis pas contre ce qui a été dit. Je pense que juste sur l'aspect business, s'ils passent la saison à 72 matchs, ce sera une fausse réduction parce que ça veut dire qu'ils vont sûrement mettre en place un tournoi de mi-saison. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est aussi ça qui va pouvoir permettre, je pense, aux propriétaires, à la ligue, aux joueurs et aux chaînes télé de pouvoir s'y retrouver au niveau business.
Deuxième news, on y va, je te fais pas réagir Antoine, mais je vais te donner la main tout de suite, ça concerne LeBron James. On a appris justement une info assez importante sur lui, ça concerne pas le terrain mais plutôt hors terrain. Pour situer déjà un petit peu LeBron James, un joueur hors norme qu'on appelle King James depuis toujours, 19 saisons maintenant pour lui, 4 titres de champion, 18 All-Star, 10 fois All-NBA, 4 fois MVP et 3 fois MVP des finales. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de LeBron James. Mais là, on va pas parler terrain, on va parler hors terrain. Forbes a sorti un chiffre assez astronomique. LeBron James serait le premier joueur en activité, quand on parle de NBA, à être devenu milliardaire. Antoine, qu'est-ce que ça te suggère quand on parle de LeBron? On sait que c'est quelqu'un qui gère très très bien ses business, il est impliqué dans pas mal de choses. On a connu aussi il y a quelques années des destins un petit peu différents quand on pense à Scottie Pippen, Allen Iverson. Maintenant, on est dans une autre ère, on peut être un sportif de haut niveau, exceller et également exceller hors business. Oui, alors déjà, j'ai beaucoup aimé que vous ayez mis son palmarès avant de dire qu'il est milliardaire, parce que c'est la seule réserve que j'avais, c'est qu'il en avait parlé beaucoup trop tôt dans sa carrière. C'était un objectif quasiment depuis sa saison rookie de devenir milliardaire, et il me semble que quand même on doit mettre le sportif avant. Et donc voilà, maintenant il y est arrivé après une très belle carrière, après aussi hors terrain des vrais choix, quoi, business, d'investissement, etc. Et surtout, il utilise cet argent pour des bonnes causes derrière. On l'a vu avec son école I Promise et il y a beaucoup d'autres programmes autour. Donc, non, très bien pour lui. C'est le 3e après Michael Jordan et Kobe Bryant, joueur NBA à devenir milliardaire. Donc, on peut que saluer tant que ça va dans le bon sens et que ça sert à de bonnes choses. Tu parlais de milliardaire, effectivement, tu es très bien informé, c'est pour ça que tu es là, d'ailleurs, Antoine. Michael Jordan est devenu milliardaire, on a l'image, on peut peut-être vous la montrer, à 51 ans. Kobe à 41 ans et le regretté Kobe Bryant et LeBron James donc à 37 ans. Voilà, donc on voit que LeBron James précurseur dans beaucoup de choses, son arrivée en NBA s'est fait très tôt et le fait qu'il devienne milliardaire également. Je me tourne vers Laou Konaté. Je te fais pas injure de dire que les salaires ou les revenus en France sont pas les mêmes. Est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça peut aussi inspirer les futurs joueurs NBA venant de France ou d'ailleurs, de se dire qu'ok, je peux maintenant gérer une carrière sur le plan sportif, mais je peux aussi bien m'entourer et essayer de travailler sur mon après-carrière pour garantir des revenus. Ah, clairement, c'est un modèle. Hein. Un modèle de réussite. Un modèle à suivre. Ah ouais, sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est énorme ce qu'il a fait. Impliqué socialement aussi, en plus. Ouais, socialement, il est très présent sur les réseaux. Donc non, respect à lui. Et, on va essayer de faire comme lui, mais bon, à notre échelle. Faut se lever tôt, ou alors on se met tous ensemble, on va peut-être essayer d'y arriver. Les revenus de LeBron, on peut peut-être les montrer, parce que c'est pareil, c'est très diversifié. Donc la Blaze Pizza, on montre un petit peu la source des revenus de LeBron James. Donc on est plutôt sur de l'alimentaire, il y a l'immobilier, il y a toute la partie aussi liée à ses productions audiovisuelles. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Il y a l'endorsement aussi avec Nike depuis toujours, qui fait que voilà. LeBron James est un joueur maintenant solide à la fois sur le plan business, social et sportif. Un début de vie clairement réussi, on est d'accord. Et puis surtout, comme il a dit, il a parlé d'équipe, il a su s'entourer de son équipe. Il faut savoir que son agent à la base, c'est l'ami d'enfance, etc. Donc très tôt, il a mis les billets en place, mais avec un entourage proche. Et ça aussi, il faut le féliciter, parce que c'est vrai que c'est pas rare. Et après, il a eu un avantage sur les deux autres, ses prédécesseurs, j'ai envie de dire, parce que Jordan, je pense qu'à l'époque, si on revient à l'époque de Jordan, et Jordan, entre ce qu'il est devenu et ce qu'il a été, à ce moment-là, c'est pas la même chose. C'est pas, le joueur n'est pas considéré de la même manière. Il a pas LeBron aujourd'hui a pu avoir, entre guillemets, l'héritage de ce que n'a pas pu avoir Jordan dans ses débuts, et Kobe pareil. On est dans des temps. Ou peut-être que Jordan a ouvert aussi les voies. Il a ouvert les voies, puisque aujourd'hui, c'est pas la même chose. Les contrats, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, les joueurs peuvent se faire de même, et leur image. Jordan, c'est compliqué ce qu'il arrive à avoir au début. Les partenariats qu'il a, tout ce qu'il essaie de mettre en place, j'ai envie de dire qu'il a ouvert une vraie voie à tous ces joueurs pour pouvoir réussir et devenir. On peut rappeler que Jordan s'est dit dans le documentaire The Last Dance, voulait même pas rencontrer les dirigeants de Nike pour signer à l'époque. Non, mais c'est très compliqué au début. Le monde était différent. Il y a cette connaissance de ce business-là. Je pense qu'il n'y avait même pas, au-delà de la connaissance, il y a une histoire derrière qui va aussi. C'est quand même un homme noir aux États-Unis qui arrive à faire des grandes choses. Désolé de dire comme ça, mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte. C'est pas si facile que ça de devenir. Non, c'est un précurseur. Et donc, je pense que LeBron a vraiment hérité d'un bel héritage. Et nous tous, d'ailleurs, je pense qu'en tant que sportifs aujourd'hui, on hérite d'un très bel héritage.
Inspirant LeBron James, ça c'est clair. On avance, troisième news, ça concerne indirectement un Français. On va du côté de Utah, puisque le coach Quinn Snyder n'est plus. Ils se sont séparés, je crois mutuellement, la franchise et le coach donc Quinn Snyder. 8 ans à la tête du Jazz et 6 qualifications en playoff, donc un coach plutôt référencé. On a le bilan de Quinn Snyder, c'est 372 victoires pour 264 défaites, donc bilan clairement positif. Moi, je me tourne vers Laou tout de suite. Est-ce que ça peut changer l'avenir, entre guillemets, de Rudy? Alors, quand on parle d'avenir de Rudy, il y a des discussions qui l'emmènent peut-être ailleurs de Utah. On ne sait pas trop. Donc, est-ce que le fait que son coach ne soit plus va peut-être avoir une incidence sur le choix à faire de rester et de partir? Franchement, c'est pas facile comme question. Pas facile comme question. Il faut se mettre à la place aussi du joueur. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet, mais voilà, après il faut voir le projet qu'il y a derrière. S'il y a un nouveau coach et qui lui redonne peut-être les clés de la maison, pourquoi pas rester, parce que là-bas c'est sa maison. Donc pour moi, tu le vois rester? Je le verrais bien rester. Tu le verrais bien rester? Ouais, je le verrais bien rester. Il est bien là-bas. Hein. Raphaël? Moi, je pense que ça sent la fin de cycle depuis un an maintenant. Hein, ouais. C'est vrai que pour moi, ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai que si on doit choisir une star entre lui et Donovan Mitchell, pour moi, le risque à prendre, c'est sur Rudy Gobert. Parce que Mitchell, on sait que depuis un moment, on parle de gros marchés, marché new-yorkais par exemple, etc. Alors qu'un Rudy, il n'a pas besoin de ces paillettes-là. Lui, il veut du sportif, du concret. Maintenant, ça dépendra beaucoup, à mon avis, du nouveau coach. Si on arrive à avoir une pointure, parce que Utah, c'est pas la franchise la plus sexy. Souvent, ils font des coups. Snyder, c'est un mec qui venait de Missouri, si je ne me trompe pas, à l'époque. Voilà, aller faire un gros coup au niveau du coaching, ça peut aider à construire quelque chose plus vite. 2 déclats, je vous lis la première, celle de Quinn Snyder, et il confirme un peu tes propos. Après 8 ans, je sens qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai pris du temps pour réfléchir après la fin de saison et être sûr que c'est la bonne décision. Donc lui aussi sentait que c'était fin de cycle. Et j'enchaîne avec une déclat d'Evan Fournier, qui est jamais avare d'avis sur les réseaux sociaux. Tu le connais bien là où. Pour moi, c'est une grosse erreur. Et même parler de trader Rudy ou Donovan et de casser ce duo, c'est une grosse erreur. Donc lui, voilà, donc confirme moi, je suis de son côté aussi. Voilà. Vous êtes en ligne tous les deux. Il n'a même pas vu sa déclaration. Bah voilà, écoute, Evan souhaite que Rudy puisse continuer. Un petit mot avec Antoine, justement, qui a eu l'opportunité d'avoir Rudy en interview pendant la saison. Quel est l'état d'esprit? Je ne sais pas si tu peux le traduire, mais est-ce que Rudy se voit quand même rester un peu du côté de Utah? C'est toujours compliqué de vraiment savoir à l'avance. Comme vous le dites, là, il va y avoir des choix à faire, puisque maintenant qu'il y a un coach qui part, il va y avoir un autre qui arrive, forcément, avec un plan de jeu, avec des envies, etc., de mettre des choses en place. Donc là, on n'en est pas encore tout à fait là. On sait que du côté de Donovan Mitchell, il ne l'a pas très bien pris du tout. Il était vraiment surpris et ça ne l'a pas vraiment mis bien, on va dire. Et maintenant, on attend de voir effectivement Rudy a remercié Quinn. Et on va voir un petit peu la suite des événements du côté de Salt Lake City. 4 noms qu'on peut vous proposer ici pour éventuellement reprendre la suite de Quinn Snyder. Alors, c'est nos idées, c'est pas forcément ce qui est repris aux États-Unis. Frank Vogel, donc champion NBA avec les Lakers, Mike D'Antoni, Terry Stotts ou James Borrego. Melvin est carrément pas d'accord avec ces noms. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on en dit aux États-Unis et puis est-ce qu'il y a un nom à rajouter à cette liste ou pas? Ouais, alors je suis carrément pas d'accord parce qu'on a déjà la shortlist du Jazz et il n'y a que le nom de Terry Stotts sur le graphique qu'on voit qui sort. Et après, ils vont plutôt partir sur des assistants coach, notamment l'assistant en chef de Quinn Snyder, Alex Jensen, qui a été au Jazz depuis des années. Il y a Johnny Bryan qui est assistant à New York avec Evan Fournier, qui a été longtemps assistant à Utah et qui a une très bonne relation avec Donovan Mitchell. Et puis après, il y a d'autres assistants peut-être qu'on connaît peut-être un peu moins, comme Adrian Griffin à Toronto qui a roulé sa bosse, Kevin Young à Phoenix, Charles Lee à Milwaukee, Will Hardy qui est en finale NBA avec Boston. Donc à voir, ils vont prendre leur temps et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Et la première pour moi, c'est de savoir est-ce que Donovan Mitchell veut rester parce qu'il lui donne clairement les clés de la franchise. Ils ont fait ce choix, je pense, entre lui et Rudy. Et je pense que si Donovan Mitchell dit écoutez les gars, moi j'ai pas envie de rester, je demande à être tradé, ça ouvre la porte à Rudy pour rester à Utah, mais je pense que si
Donovan Mitchell reste, à mon avis. J'ai du mal à voir Rudy avec le même maillot la saison prochaine. Bon, c'est un débat intéressant, une discussion intéressante. Je suis pas sûr que Donovan soit consulté avant Rudy pour les choix justement de rester ou partir. C'est mon sentiment. Hein. Mais on essaiera d'en discuter quand il y aura de l'actu autour de ces deux-là. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs. Et on leur souhaite